Les chemins de la connaissance. Cette semaine, Pascal Lismonde présente le stoïcisme à l'ombre d'un portique. Aujourd'hui, permanence de la logique stoïcienne au XXe siècle avec Claude Imbert, professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Claude Imbert, nous voici donc arrivés avec vous au terme de notre histoire de la pensée stoïcienne. La Grèce fondatrice, Rome, les pères de l'Église, la Renaissance et l'âge classique. On peut vraiment aller jusqu'à nos jours ? Quiconque veut essayer de comprendre, comme on dit, le monde moderne, doit le situer par rapport au stoïcisme. C'est une philosophie comparée aux autres écoles de l'Antiquité qui a perduré bien au-delà du vraisemblable. Le stoïcisme n'a jamais connu de temps obscur, a traversé tout le Moyen-Âge, on a lu Sénèque perpétuellement, et il y a des figures du stoïcisme à la Renaissance, dans les temps classiques et jusqu'à maintenant. Pour être un peu plus précis, il faudrait distinguer, certes, la théologie stoïcienne s'achève avec Augustin. La physique stoïcienne s'achève avec Galilée. La morale stoïcienne s'achève, au moins pour l'essentiel, avec Port-Royal, qui, si je peux y revenir tout à l'heure, prend le relais. Mais la logique stoïcienne perdure jusqu'à nous. Et là, il y a comme un stoïcisme anonyme qui nous habite, qui est notre grammaire fondamentale, qui fait que, peu ou prou, nous sommes tous encore un peu stoïciens. Et cela de deux manières. D'abord parce que toute notre logique classique s'en recommande, le stoïcisme ayant accumulé tout le savoir logique des Grecs. On disait à Alexandrie, s'il y a une dialectique chez les dieux, ce serait celle de Chrysippe. Et je crois que le stoïcisme met au clair le projet logique de Platon. Mais d'autre part, quand on considère un peu l'histoire de la logique, comme j'ai essayé de le faire, on s'aperçoit qu'aucune logique ne se perd et que les logiques modernes se construisent, non pas directement sur l'expérience, non pas directement sur les mathématiques, mais en s'inscrivant sur une logique antérieure, et cette logique-là, c'est la logique stoïcienne. On est donc obligé de considérer, pour employer un terme de Brodel, une longue période. Une longue durée ? Une longue durée, oui, merci. Et de considérer, au-delà des dogmes, ce stoïcisme anonyme qui est comme notre épine dorsale. Mais cette reconnaissance de la logique stoïcienne est assez tardive, en fait, parce que on a beaucoup plus glosé à une certaine époque sur la morale. Être stoïque, c'est un terme qui a fait fortune. On a glosé aussi sur cette philosophie du destin, sur le fait que les stoïciens ont imprégné toute la pensée chrétienne. Mais la logique elle-même, ça n'est pas le premier élément auquel on pense quand on pense à la philosophie stoïcienne. Certes. Alors que c'est le premier élément peut-être de la doctrine. C'est le premier élément de la doctrine, mais je reviens sur votre première remarque que on s'est avisé très tard de l'importance de la logique stoïcienne, parce qu'on ne voit jamais l'endroit où on est. La puissance de la logique stoïcienne est d'avoir affirmé qu'il n'y a pas d'indicible, que tout peut être dit, que le monde s'involue dans sa discursivité, tout peut être dit, même les visions d'Oreste. Il y a une théorie de l'apprentissage du langage, la rhétorique est une vertu, et il y a une doctrine logique extrêmement subtile avec des ramifications linguistiques. Oui, et c'est dans ce sens-là justement qu'ils vont connaître une fortune considérable. Enfin, c'est ce sens qu'on connaît moins, mais c'est vraiment à partir de là que la pensée stoïcienne va pouvoir peut-être pénétrer l'ensemble de la pensée occidentale. On dit que ce sont aussi les premiers grammairiens. Les stoïciens ont évité la position d'idées générales. Leur doctrine logique s'analyse en catégories et pas du tout en idées générales. Les catégories, c'est une manière de classer les aspects du monde, de courir d'un aspect à un autre. Et alors, quelles sont ces catégories, Claude Imbert, définies par les stoïciens ?
Ici, j'aimerais renvoyer à une très belle étude de Victor Goldschmidt qui se trouve au début de Le système stoïcien et le temps, où il a montré une très profonde affinité entre les catégories stoïciennes et les catégories kantiennes, c'est-à-dire réduites par rapport au nombre d'Aristote, peut-être même par rapport, pour employer un terme kantien, à la rhapsodie d'Aristote, et capables de schématiser à peu près tout aspect du monde. On pose un sujet, on pose sa qualité, on pose sa manière d'être, et on pose sa manière d'être relative qui le met en rapport avec un cosmos. Les stoïciens avaient une double analyse du temps. L'une inévitable, penser le temps selon l'avant, le présent et l'après. Mais à partir du moment où on privilégie le présent, il devient beaucoup plus important de considérer le temps selon ce que l'on a appelé plus tard l'aspect. C'est-à-dire, ou bien un événement se saisit selon sa durée et son procès, ou bien selon son état d'achèvement. Et on leur doit toute la terminologie grammaticale, ou beaucoup. Les temps aoristes, indéterminés, et les temps parfaits, achevé, notre terminologie, on a gardé la trace. C'est une théorie extrêmement intéressante, sans laquelle on ne comprendrait guère la morale stoïcienne, qui montre que, à partir du présent, on peut atteindre le plérum de la conscience et rejoindre le mouvement du monde. Si on s'abandonne au passé, présent, futur, la partie est perdue d'avance. Si à l'inverse, à partir du présent, on rattrape le procès du monde lui-même, alors c'est presque une technique d'apothéose. Entre parenthèses, j'aimerais dire que je tiens le livre de Goldschmidt auquel je viens de faire allusion, le temps dans le système stoïcien, comme la plus exacte réponse à Sein und Zeit de Heidegger. Donc effectivement, des prolongements à l'infini presque de cette doctrine, et en même temps son aspect peut-être le plus contemporain. Disons qu'il demeure toujours quelque part dans notre mémoire comme une possibilité latente. Mais prenons d'abord les moments terminaux du stoïcisme. J'insiste beaucoup sur le fait que le stoïcisme a été extrêmement médité par Baudelaire, et que c'est Baudelaire qui a véritablement mis fin au stoïcisme et compris l'incompatibilité entre le stoïcisme et le monde moderne. Je partirai d'une formule un peu provocante. Baudelaire dit il n'y a qu'un seul sacrement stoïcien, le suicide. Ce qu'on peut comprendre d'abord littéralement. Quand le grand rite de la perception, de l'entrée dans le monde par la sensation, puis la discursivité descriptive qui s'y attache, n'est plus possible, ne vous conduit pas dans l'intimité du monde, quand il n'y a plus à conquérir sa place sur le théâtre du monde, alors la seule manière d'entrer encore dans ce commerce du monde est certainement de rejoindre la nature par l'autre bout, si l'on peut dire, et le suicide apparaît comme la seconde voie. Mais il y a un sens moins littéral qui me paraît plus intéressant dans ce que dit Baudelaire. Il a bien vu que si on devait donner un équivalent moderne du stoïcisme, sa technique intellectuelle, sa technique spirituelle, si l'on veut, devait se penser sous le terme de sacrement. Signum sacramentum, d'ailleurs, la formule est d'Augustin, et c'est lui qui a versé le stoïcisme dans cette théorie du sacrement. C'est-à-dire une manière de vivre à double face et de passer de notre petite vie laïque et perceptive en commerce avec la totalité de l'univers. Il avait donc exactement perçu la technique stoïcienne. Il remarque d'ailleurs au passage que le suicide moderne n'est pas un suicide stoïcien, ni celui de Werther, ni celui du héros de la nouvelle Héloïse,
Et du coup, il avait parfaitement compris que le suivi stoïcien s'inscrivait comme une des conduites dans la totalité des manières d'entrer en relation avec le monde, et que il entrait en série avec la perception et avec, disons, la méditation à la manière de Marc Aurèle. Car le véritable sacrement stoïcien, ce serait la perception. Ce serait la perception par rapport auquel se définissent d'autres manières d'accéder, de se refuser au monde ou d'y assentir. J'en donne un exemple. On trouve dans Montaigne plusieurs souvenirs de conduite stoïcienne, dont particulièrement les suicides de ces grandes dames qui, les matrones, dit Montaigne, qui ont affronté la mort. L'une d'elles en particulier veut donner l'exemple à son époux qui est un petit peu récalcitrant, qui répugne à manier le poignard. Elle le retourne contre elle-même en disant « non dolette ». Souvent mal traduit par « ça ne fait pas mal », ce qui est absurde. Non dolette, et la formule impersonnelle, veut dire « ce n'est pas ce que moi j'appelle douleur ». C'est un refus absolu de cet aspect dolorifique du monde, et derrière la grande manière de rejoindre la nature. Donc c'est à cet égard où je retiens cet exemple pour prouver la très grande finesse sur ce point de Baudelaire. Mais en même temps, Baudelaire, ayant parcouru tout le registre des conduites stoïciennes, en invente d'autres qui seront, si on veut, le stoïcisme transposé dans le monde moderne, et qui ne sera plus un stoïcisme, bien sûr. Et je voudrais renvoyer ici à ce que je crois être la clé de la poétique baudelairienne, c'est-à-dire le poème des petites vieilles. Le poème des petites vieilles, où l'on voit se reconstituer au-delà d'un stoïcisme réel impossible, un nouveau stoïcisme. Un nouveau stoïcisme, et j'aimerais simplement citer deux vers, que vous connaissez bien sûr. « Tels vous cheminez stoïques et sans plainte, dit-il de ces petites vieilles. Et pourquoi peuvent-elles le faire? Parce qu'elles ont un regard stoïcien sur le monde. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, et immédiatement après, des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Et voilà, tout d'un coup, la perception stoïcienne transformée en plaque photographique. Oui, ce qui est effectivement une anticipation assez impressionnante, encore que bon, c'est tout à fait contemporain, l'invention de la photographie, de l'écriture de ce poème de Baudelaire. Donc la perception serait au centre, finalement, pour vous, Claude Imbert. Et c'est aussi par là que les stoïciens nous restent très proches, alors. Alors, la perception, oui, au centre de la doctrine stoïcienne, et chez nous, je dirais, le substitut de la perception. Car là, Baudelaire nous en donne un exemple. Et je crois que tout le travail que Merleau-Ponty a consacré à la perception est justement pour définir un rapport au sensible qui, je soutiens le paradoxe, ne serait pas une perception. Ne serait pas une perception puisque tous les rites discursifs et progressifs du stoïcisme sont évacués. De quelle manière alors? Eh bien, j'en donnerai encore ici un simple exemple, le transfert de l'entrée perceptive à la communion avec le monde, qui était la doctrine même du stoïcisme, et qui s'opère au moyen de la logique de ce développement discursif quasi infini. C'est précisément à cela que Merleau-Ponty s'est attaqué dans la prose du monde. Et c'est dans la prose du monde que là se casse le fil discursif du stoïcisme. Je retiendrai simplement quelques titres de chapitres de ce livre inachevé de Merleau-Ponty et même laissé de côté. D'abord, l'entrée, le fantôme du langage pur. Or, ce logos stoïcien, c'était bien. Cette traduction absolue de toute chose est parfaite. Et c'est à cela que Merleau-Ponty met un terme. On retrouve la même épreuve dans le chapitre suivant, la science de l'expérience. Ensuite,
une tentative pour définir une perception qui ne serait plus la perception prise dans le rituel des catégories stoïciennes, mais ce qu'il appelle une perception littéraire. Et les exemples qu'il donne sont tout à fait éclairants, retrouvant presque l'histoire du stoïcisme. Montaigne, Stendhal, Proust, Breton, Artaud. Pour achever sur une notion totalement anti-stoïcienne qu'il appelle langage indirect. Et à partir de là, Merleau-Ponty abandonnera son livre et commencera à écrire Le visible et l'invisible et L'œil et l'esprit, réflexion sur la peinture moderne. Je m'arrête un instant sur ces deux textes pour n'en retirer qu'un élément, mais qui suffira ici. Le visible et l'invisible, surtout si on considère le dossier des notes, à identifier l'adversaire. Le logos endiathetos, ce langage intérieur, cette traduction absolue qui était la doctrine du stoïcisme. Et dans le début de L'œil et l'esprit, là encore, le tendon d'Achille du stoïcisme est cassé, puisqu'il ne s'agit plus de dire et d'asserter le monde, et que Merleau-Ponty caractérise l'œuvre de la peinture moderne en disant « mais les peintres sont libérés de la nécessité d'asserter ». Autrement dit, libérés de l'officium stoïcien. De la nécessité de la représentation. Aussi. Qui est aussi une manière de perception, en fait. Donc, c'est aussi une manière de sortir de la perception stoïcienne. Absolument, absolument. De même que la philologie de la perception avait écarté le rituel stoïcien de la perception, de même les ouvrages ultérieurs ont écarté les éléments constitutifs de la logique stoïcienne, la prose du monde, l'assentiment, la forme propositionnelle de notre accès au monde. Donc c'est-à-dire que en même temps que cette logique, enfin du moins les inventions de la logique stoïcienne perdurent pendant notre XXe siècle, en même temps on y échappe totalement alors, Claude Imbert ? Oui, je ne cherche pas le paradoxe, mais je suis persuadé que c'est un malentendu profond qui a fait identifier la logique stoïcienne propositionnelle avec ce que l'on appelle dans la logique moderne la théorie des fonctions de vérité. Mais passons sur ce point. Je préférerais multiplier maintenant les points de rupture. J'en ai déjà annoncé quelques-uns. Baudelaire, transformation du regard, d'autres correspondances. Merleau-Ponty, fin de cette prose descriptive qui, pour le dire dans les termes de Mallarmé, nous a emportés à grands pas vers l'universel reportage. Mais il y a d'autres points techniques. L'analyse grammaticale, par exemple. L'analyse grammaticale stoïcienne a été, non pas annulée, car c'est une très bonne analyse, mais mise à distance lorsque Jacobson a identifié le système de la conjugaison aspectuelle dans un très célèbre article sur le verbe russe, lorsque Benveniste a mis au point la théorie de l'énonciation. Je crois qu'un des moments extrêmement importants dans cette mise à distance, je ne dirais pas déroute du stoïcisme, mise à distance du stoïcisme, est lorsque Wittgenstein a renoncé à analyser le monde en fait et à voir dans la proposition ancestralement stoïcienne cet élément qui correspondait aux faits et qui en donnait la bonne image, a changé d'unité et a mis en série les jeux de langage, c'est-à-dire dans les années 30. Donc en fait, de ce point de vue, nous serions complètement sortis de ce type d'approche de la logique alors. Oui, nous en sommes totalement sortis, sous quelques réserves néanmoins. La première, c'est que cette logique, elle est là dans tous les grands textes stoïciens que nous lisons, et chaque fois que nous les lisons, nous l'effectuons. Ce n'est pas mort, pas le moins du monde. La seconde réserve est celle que je dit très prudemment, mais j'en suis persuadé, c'est qu'il est tellement difficile de s'inventer une logique que quand on en a une, on la met en réserve et on la garde. Le stoïcisme demeure toujours comme un
possible et dans la sous-jacence de tout le rationalisme moderne. Alors peut-être que justement ce serait la fin aussi de ce grand combat qui a si longtemps opposé dans l'histoire de la pensée occidentale le courant stoïcien au courant épicurien, puisque on pourrait aussi considérer que à la fin, justement par rapport à la logique et par rapport à la description de la perception du monde, les épicuriens avec leur théorie des simulacres triomphe, puisque nous sommes maintenant dans le monde virtuel et que finalement c'est aussi une manière de retrouver une sorte d'extension des simulacres épicuriens. Alors, est-ce la dernière estocade de l'épicurisme contre le stoïcisme, Claude Imbert? Non, je ne vous suivrai pas sur ce chemin-là. Où il est fort possible que vous ayez raison, car le parallélisme ou l'opposition entre épicurisme et stoïcisme est une symétrie de fausse fenêtre, je crois. Et lorsque Kant, dans un célèbre théorème de la critique de la raison pratique, essaie de mettre en symétrie justement l'épicurisme et le stoïcisme sur la question du plaisir et de la vertu et du bonheur, c'est lui qui commence à introduire ou à insister sur cette fausse symétrie, mais la fausseté de la symétrie se voit immédiatement. C'est-à-dire que les deux systèmes n'ont pas du tout les mêmes entrées, n'ont pas du tout les mêmes manières de raisonner, et à cet égard, si on voulait les opposer sur le problème du bonheur, on s'aperçoit qu'ils se rapprochent jusqu'à l'indiscernable. Il y a un art de ne pas souffrir dans l'un et dans l'autre, et il y a un art de savoir saisir l'instant de bonheur dans l'un et dans l'autre. J'aime rappeler que dans la dernière page du De Tranquillitate Animi, Sénèque dit « Mais qu'a-t-on avec quelque indulgence pour le vin? Personne ne peut rester dans un état de tension perpétuelle. » Et j'aime également rappeler la formule, certes un peu farouche et violente, du début de lettre à Lucilius, « Vindicate tibi, prends fait et cause pour toi-même ». Mais prends fait et cause pour toi-même pourrait aussi bien être une formule épicurienne. C'est-à-dire que généralement on oppose que effectivement les deux recherchent la sagesse, les deux recherchent la tranquillité de l'âme, mais simplement les moyens pour y parvenir font que les épicuriens mettent plutôt en exergue le terme de plaisir, alors que les stoïciens mettent plutôt en valeur la notion de devoir, et que c'est les chemins pour arriver à la sagesse qui sont parfois différents. Oui, les stoïciens mettent en exergue la notion de devoir, c'est-à-dire d'officium, c'est-à-dire de activité. L'essentiel est d'être toujours quelque part dans le commerce du monde, ce que un pascalien appellerait la distraction. Donc nous sommes renvoyés de l'autre côté de la barrière d'ascétisme que l'on voudrait instituer. Être dans le commerce du monde et être aussi dans l'histoire, que les épicuriens précisément refusent. Oui. Et le point d'opposition peut-être le plus fondamental, outre celui que vous venez de signaler, le retour sur soi-même et le commerce du monde, il y aurait une conception du temps. Le stoïcisme jure que l'on peut entrer dans le présent du monde et le modifier. Transformer notre présent dans l'éternité du monde, et l'épicurien a une théorie de l'instant qui consiste au contraire à hacher toute douleur en instant de manière à ce qu'elle soit supportable. Mais il s'agit surtout d'être dans le monde et de le faire et de le modeler. C'est cette activité, cette implication de l'homme dans son histoire et dans l'histoire de la société. C'est en ce sens que je disais que peut-être il y a là un aspect qui nous touche particulièrement aujourd'hui. Si je voulais trouver une constante stoïcienne, ce serait dans quelque chose que je lis à la fin de la prose du monde de Merleau-Ponty, et que je résume sous cette formule: il faut continuer. Qu'il s'agisse des choses ou des situations historiques,
La philosophie n'a pas d'autre fonction que de nous rapprendre à les voir bien. Et il est vrai de dire qu'elle se réalise en se détruisant comme philosophie séparée. Mais c'est ici qu'il faut se taire, car seul le héros vit jusqu'au bout sa relation aux hommes et au monde, et il ne convient pas qu'un autre parle en son nom. Ton fils est pris dans l'incendie, tu le sauveras. Tu vendrais, s'il est un obstacle, ton épaule contre un coup d'épaule. Tu loges dans ton acte même. Ton acte, c'est toi. Tu t'échanges. Ta signification se montre éblouissante. C'est ton devoir, c'est ta haine, c'est ton amour, c'est ta fidélité, c'est ton invention. L'homme n'est qu'un nœud de relations. Les relations comptent seules pour l'homme.